et vous dites il y a une promesse d'achat acceptée qui est conditionnelle jusqu'à telle date. Et donc, vis-à-vis un client, c'est la même chose. Et s'il n'y a pas d'offre acceptée, ben là, on est encore plus ouvert. On va inciter notre collègue ou le client en question à visiter. On va essayer de créer chez lui un certain intérêt qui génère des actions concrètes. L'important, c'est qu'on est en mode collaboration, c'est-à-dire on est un livre ouvert jusqu'à là où la loi nous le permet pendant tout l'appel, en fait, pendant tout le long de toute la durée de l'appel. Ensuite, lorsque le courtier de l'acheteur fait une demande de visite, celui-ci et le courtier du vendeur sont en mode collaboration du début de l'appel demandant la visite jusqu'à ce que la visite soit terminée. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Bien souvent, les demandes de visite ne se font pas par téléphone, mais plutôt par ImoContact, donc le système de message interne qu'on a. Et c'est que si en cours de route, on donne la visite, mais qu'on reçoit une offre pendant ce temps-là, bien, il faut informer notre collègue. Si, entre-temps, le vendeur décide de faire une baisse de prix, bien, il faut informer également notre collègue. Donc, c'est-à-dire que tant et aussi longtemps que la visite ne soit pas encore complétée, on est encore en mode collaboration. Donc, encore une fois, les limites se trouvent dans la loi. Point. Lorsque le courtier, le point 3, lorsque le courtier de l'acheteur veut rester en mode collaboration après la visite, il doit faire sans délai une démarche écrite au courtier du vendeur. Ici, on peut essentiellement poursuivre le mode collaboration. Et comment ça fonctionne, c'est qu'on fait la demande de visite par ImoContact. Le courtier du vendeur va, selon le cas, donner la visite aux heures et aux dates demandées. Et une fois que celle-ci est faite, le courtier de l'acheteur envoie au courtier du vendeur un compte-rendu. Un compte-rendu qui s'est fait également par ImoContact. Dans le compte-rendu, bien évidemment, il y a le système est fait de sorte que c'est assez clair. On va inscrire qu'est-ce qu'on a aimé avec des petites étoiles, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Donc, on va mettre intérieur, on a jusqu'à 5 étoiles. Extérieur, on a jusqu'à 5 étoiles. Et il y a autre chose, là, mais je ne me souviens plus c'est quoi. Puis, on va, à la fin, le système vous pose la question, est-ce que l'acheteur va faire une offre? Oui, non, peut-être. Donc, dépendamment de la réponse du courtier de l'acheteur à cette question-là, le courtier du vendeur se doit de rester en mode collaboration, c'est-à-dire en communication étroite avec ces courtiers-là. Si jamais la réponse c'est oui, il va faire une offre, ou elle, ou même peut-être. Si c'est non, bien, ça vient mettre un terme au mode collaboration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se pose pas la question. On fait un peu comme, moi je vous avais dit, lorsqu'on fait signer le conjoint non propriétaire, c'est-à-dire que je vous ai dit, en pratique, on ne se pose pas la question, là, on le fait signer, point. Bien, ici, c'est la même chose. On ne se pose pas la question, est-ce que le courtier a donné un compte-rendu en répondant non à la question quant à savoir est-ce que son client va faire une offre ou pas? On va faire ce qu'on appelle des messages de groupe. C'est-à-dire à partir du moment où le vendeur reçoit une offre d'achat, il va simplement faire un envoi de masse qui peut être fait par ImoContact et qui envoie à tous ceux qui ont
eu des échanges avec le courtier du vendeur par ImoContact en lien avec l'immeuble à vendre, ça leur envoie une copie du message de masse. Donc, si le courtier du vendeur reçoit une offre, bien, il ne va pas se mettre à filtrer. Ça, c'est dans la pratique, là. Il ne va pas se mettre à filtrer qui a dit oui et qui a dit non. Hein? Est-ce que le visiteur va-t-il faire une offre ou pas? Il va simplement faire un envoi de masse. Nous avons reçu une promesse d'achat. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait. Et donc, moi, ça m'arrive souvent que je fais des visites avec des clients. Puis le courtier du vendeur, même si je lui ai donné un compte rendu qui mettait un terme au mode collaboration, c'est-à-dire qu'il vient dire non, mon client, il ne va pas faire d'offre, c'est fini. Je reçois quand même, nous avons reçu 3 offres d'achat, nous avons reçu 4 offres d'achat. Puis même si je réponds, puis je leur dis, s'il vous plaît, enlevez-moi de votre liste, parce que des fois, il y en a eu un qui était rendu à 23 offres, fait que j'avais reçu 23 messages. Là. Puis mon client, il ne voulait pas faire d'offre. Donc, on s'entend que pour moi, c'est un... Bon, ça me dérange un petit peu d'avoir constamment 23 messages en l'espace de 3-4 heures. C'est un petit peu plate. J'ai répondu, s'il vous plaît, enlevez-moi de votre liste d'envoi de masse. Mon client, il ne veut pas faire d'offre. Malgré ça, j'ai continué à avoir des messages. Donc, c'est-à-dire que les courtiers, quand ça vient à la partie administrative, puis ça, c'en est une, donc, il n'y a rien qui vous force à ne pas envoyer le message quand on n'est pas en mode collaboration. C'est-à-dire, la loi ne vient pas vous dire, mais si le courtier de l'acheteur a dit clairement par ImoContact, non, mon client, il ne veut pas faire d'offre, ben, tu es obligé de l'enlever de ta liste d'envoi de masse. Il n'y a aucun article de loi qui dit ça. Fait qu'on n'enfreint pas la loi lorsqu'on envoie des messages à des gens qui n'en veulent pas nécessairement. Fait que c'est pour ça que quand ça vient à faire de l'admin, certains courtiers ils coupent les coins ronds et ils disent ben, mange la marde, Rami, tu vas continuer à avoir les messages parce que moi, il faut que je rentre dans mon compte et mon contact, il faut que je t'enlève. J'ai pas envie de faire ça, j'envoie ça, puis d'ici 2-3 jours, ça va être déjà vendu, puis tu ne recevras plus. Donc, c'est un peu plate, mais le fait que les échanges aujourd'hui se font tellement vite, ça amène à certains courtiers à couper les coins ronds sur ce genre de choses-là. Bon, moi, de mon côté, c'est sûr que si un courtier me demande de manière expresse et claire, envoie-moi plus de messages en lien avec un tel immeuble, mon client, il n'en veut pas. Ben, je l'enlève. C'est la moindre des choses qu'on peut faire. Simplement par respect et par éthique. Mais vous allez, pas plus tard que ce matin, j'en ai eu un là, que je me disais, mais c'est quoi ces messages-là? C'est un condo qu'un de mes clients a visité, je pense que c'était au mois d'août. Là. Au mois d'août. C'est fou. Et là, il vient de me dire, alors que je lui ai dit depuis le mois d'août, mon client ne veut pas faire d'offre. Et là, je viens d'avoir un message, nous avons reçu une offre d'achat, blablabla. C'est plate à dire, mais c'est ça. C'est ça qui est ça, et c'est là où ce qu'on en est rendu. L'important, c'est que la base doit être faite. C'est-à-dire que si je lui réponds peut-être, ou oui, mon client va faire une offre, alors lui ou elle, le courtier du vendeur, doit me garder en mode collaboration et doit me garder à jour sur le développement de la transaction. Et le quatrième point, lorsque le courtier de l'acheteur informe le courtier du vendeur de l'existence d'une promesse d'achat, celui-ci et le courtier du vendeur sont en mode collaboration et c'est à partir du moment où le courtier de l'acheteur informe le courtier du vendeur jusqu'à ce qu'il soit avisé du refus de la promesse d'achat.
ou, bien évidemment, jusqu'à ce que l'acheteur accuse réception de l'acceptation ou du refus de la promesse d'achat. Donc, tant que les parties sont en négociation. Essentiellement, là, dès qu'il y a un refus de l'offre d'achat, ben, ça met un terme total. Ça ne vaut même pas la peine de contacter le courtier du vendeur pour dire, mais pourquoi? Mais c'est quoi qui se passe? On n'est pas dans ces temps-là. Ça, c'est le genre de move qu'on fait quand on n'est pas dans un temps de offre multiple. Aujourd'hui, oubliez ça, ça ne vaut même pas la peine. On reçoit le refus, on le montre au client. Le client, il est bien dessus, bien sûr, mais c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Et on passe au prochain. C'est tout, ça finit là. Jadis, donc quand c'est un marché un peu plus balancé, un marché un peu plus calme, moi-même, hein, j'appelle le courtier parce que la bonne façon de faire en pratique, je vous la donne, la bonne façon de faire en pratique quand on est dans un marché qui est balancé, c'est qu'en temps normal, on conseille toujours nos clients de ne pas refuser une offre. Jamais. Qu'on soit du côté de l'acheteur ou du vendeur, on ne refuse pas. Qu'est-ce qu'on fait? On s'essaye. On s'essaye parce qu'on ne sait jamais. On peut très bien voir sur l'offre d'achat, puis moi, j'ai déjà eu des contre-offres dans lesquelles le vendeur m'aimait, mettons, c'est 500 000, puis le prix est ferme et final. OK. Mon client, de mon côté, il voit ça, puis il dit, OK, je comprends, mais moi, je ne suis pas prêt à mettre plus de 475 000. Alors, il va me dire, ben, ça ne va simplement pas marcher. Donc, on refuse. Et je veux lui dire, non, essaye-toi à 475 000. Et croyez-le ou pas, une fois sur quatre, ça marche. Une fois sur quatre, ça marche. Dans un marché balancé. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Aujourd'hui, vos clients ont une seule chance. That's it. Mais dans un marché où on se renvoie la balle, là, 2, 3, 4 fois, ben, il faut le dire, on a toujours une chance. Fait que la pire des choses, c'est de dire à un client non, 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 refuse, qu'il mange la merde. De prendre ça personnel, c'est la pire des choses. Ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit, regarde, c'est pas grave, il peut bien mettre ce qu'il veut. Ferme et finale, c'est le dernier prix, pas une scène de moins. J'ai une seule parole. Il peut bien mettre ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. On s'en fout. Toi, garde ton plan de match. On s'essaye. Du coup, ça marche. Ça marche pas, c'est pas grave. On passe au prochain, mais au moins, tu peux pas dire que tu n'as pas essayé. Et c'est ce que je leur dis, puis c'est ce que je vous dis aussi à vos clients. Il faut toujours leur transmettre cette assurance de votre part, puis cette attitude qui est la bonne à prendre, c'est-à-dire une attitude gagnante. Donc, de dire, c'est pas grave ce que l'autre il veut. Moi, je me concentre sur mon plan de match, puis j'exécute. Puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je trouve autre chose. Mais c'est moi qui va être en contrôle et pas lui ou pas elle. Donc, une promesse d'achat ou une contre-offre, on ne la refuse pas. Jamais. On s'essaye. Ça marche pas? Tant pis. Ça marche? Tant mieux. Donc, l'important, c'est que tant et aussi longtemps qu'on se renvoie la balle, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de refus, on est en mode collaboration. Et à partir du moment où l'offre d'achat est acceptée, là, on a deux parties qui sont liées, en fait, par l'avant-contrat, qui est la promesse d'achat. Maintenant, à partir du moment où on a ça, on est au-dessus du mode collaboration, c'est-à-dire on doit collaborer obligatoirement pour être certain que d'un côté, le vendeur permet que l'acheteur remplisse l'ensemble des conditions qui sont dans l'offre et de l'autre côté, permettre, donc donner la chance à faire tout ce qu'on peut pour que
l'acheteur puisse effectivement et dans les délais remplir les conditions. C'est-à-dire que des part et d'autre, on se met dans un mode de non seulement collaboration, mais également d'une bonne foi extrême dans laquelle on travaille en équipe, autant le courtier du vendeur que le courtier de l'acheteur, pour que la transaction puisse se faire. Je vous donne l'exemple qui suit. Au début 2021, j'avais un client qui il aimait beaucoup un petit centre commercial qui est dans une ville au Québec, une petite ville au Québec. Puis, il a soumis une offre, il a fait faire l'inspection, on est allé assez loin pour finalement, il a dit, ben écoute, j'achète plus. Puis c'est pas parce que je veux pas. Et il s'en est sorti par la clause d'inspection pour ne pas retarder la chose pour le vendeur. Mais la vraie cause était qu'il manquait de fonds. Il manquait de fonds parce qu'il croyait qu'avec 500 000, il allait pouvoir clore le deal, donc 500 000 cash. Mais finalement, ça prenait presque 700 000. Donc, il manquait le 180 000 de plus. Et il a dit, ben, écoute, je ne te ferai pas attendre que la banque sorte une lettre de refus. Je préfère te dire maintenant, j'achète pas, puis je m'en tiens à la clause de l'inspection pour que tu puisses continuer à vendre plus rapidement. Et bon, ça a donné que le vendeur n'a pas pu vendre. Et donc, moi, pendant tout ce temps-là, mon client, acheteur, il a vendu autre chose. Et donc, ça lui a permis de libérer un autre 400 000 $. Et donc, il m'a dit, va faire un tour dans notre petit centre d'achat pour voir si il est encore là. Effectivement, il était encore là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'appelle le courtier, puis je lui dis, j'ai des très bonnes nouvelles pour toi. Je sais que tu n'as pas été capable de vendre. On va entamer encore un processus pour négocier et je te garantis que maintenant, mon client, il a les fonds nécessaires. Donc, on est en processus d'achat actuellement. Tout va bien, mais c'est que je voulais dire là-dedans, c'est qu'il y a eu un silence total entre le jour où on a rendu l'offre nulle et le jour où on a repris la transaction avec une nouvelle offre. C'est-à-dire, on n'a jamais été en mode collaboration entre ce point-là de rupture et le début de la deuxième étape. Pourquoi? Parce que de son côté, elle n'avait aucune obligation. Parce que c'était fini. On n'était simplement pas capable. Aujourd'hui, là, maintenant, c'est toute une autre histoire. Puis, ça se passe bien. Puis, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand les transactions finissent bien, que ce soit pour une signature de l'acte de vente ou simplement pour rendre l'offre nulle, on est capable de reprendre le dossier un peu plus tard si jamais ça donne. Et il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de malentendu, il n'y a rien. C'est-à-dire, on a bien fini, on était fair, on a essayé de rendre l'offre nulle le plus vite possible pour que justement le vendeur et son courtier puissent reprendre la vente le plus vite possible. Donc, on a été quand même de bonne foi. On aurait pu les traîner encore un autre mois. On ne l'a pas fait. Puis, ça a fait en sorte que pour le deuxième round, ben, mon client, il a été capable même de faire une baisse de prix de 25 000 $. C'est-à-dire qu'on s'est entendu sur un prix un petit peu plus bas.
Et on était dans un mode, autant le vendeur que l'acheteur, un mode où les parties étaient en confiance et de bonne foi. Donc, inutile de s'embarquer dans des transactions où on pose la question, mais pourquoi tu veux plus, ou pourquoi ci, ou pourquoi ça? On l'accepte, on le prend, puis on tourne la page. C'est mieux que de faire en sorte que ça finisse bien. C'est très décevant puis très amer une fois qu'on a comment je peux dire, qu'on a travaillé fort pendant deux mois de temps et que finalement vous comptiez sur cette paye-là, puis finalement cette paye-là, elle tombe à l'eau. Puis le courtage, il est comme ça. Souvent, on pense que c'est chose faite, là, puis 2 semaines avant l'acte de vente, tout tombe à l'eau. Donc, il faut prendre ça bien, il faut inspirer, hein, on compte jusqu'à 10, puis on poursuit. On poursuit dans notre démarche pour essayer de soit vendre, soit que notre client achète. Et c'est ce que je disais ici, dans le mode collaboration, la bonne foi, bien évidemment, c'est ce qui gouverne notre comportement. Alors, il arrive des fois, je vais vous expliquer un petit peu, attendez, qu'est-ce que ça dit ici? Bon, le courtier de l'acheteur informe le courtier du vendeur qu'il aura et pense obtenir une offre d'achat. Malgré tout, le courtier du vendeur doit informer le vendeur avant que ce dernier prenne la décision. La collaboration est essentielle pour la protection du public et l'évolution à long terme de la profession. OK, bon, ça c'est très beau, là. Mais cette partie-là ici, au début, il existe des cas où c'est plus le cas maintenant, là, parce qu'on est dans un marché qui ne se porte pas bien pour ce genre de situation-là, mais il arrive des fois où un vendeur accepte une offre d'achat conditionnelle à la vente de la propriété de l'acheteur. C'est ce qu'on appelle un 72 heures. Oups. C'est ce qu'on appelle un 72 heures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vendeur donne un premier refus à l'acheteur, c'est-à-dire donne un droit de préférence. Donc, de l'autre côté, l'acheteur, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il donne au vendeur le droit de continuer à vendre. Mais avant qu'il vende à un tiers, le vendeur doit se tourner vers l'acheteur pour lui donner un avis de 3 jours, de 72 heures, pour lui dire, écoute, j'ai reçu l'offre d'achat d'un tel ou une telle. Ils ont déjà rempli toutes leurs conditions. Tu as 3 jours pour me dire est-ce que tu achètes ou pas. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle un 72 heures. Maintenant, le mode collaboration, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ça vient dire que le courtier du vendeur doit garder informé le courtier de l'acheteur qui bénéficie du droit de premier refus. Informer comment? Informer pas au moment de l'avis de 72 heures parce que l'acheteur 2 a déjà tout fait, puis on est rendu à 72 heures, you take it or you don't take it, tu le prends ou tu le prends pas, mais au tout début de la deuxième promesse d'achat. C'est-à-dire, dès que la deuxième promesse d'achat, elle rentre, on doit informer le courtier ou le client de la première promesse d'achat qui bénéficie d'un droit de premier refus pour lui dire, écoute, on a reçu une offre d'achat. Fait que on n'est pas rendu encore aux 72 heures, mais ça s'en vient là. Fait que grouille-toi. Parce que l'acheteur 1, lui, il doit vendre avant de pouvoir acheter. Donc, cela veut dire qu'il faut qu'il se grouille dans son processus de vente. Il ne faut pas qu'il traîne la patte.
Et donc, une façon de faire de mauvaise foi viendrait dire, ben, j'avise le courtier ou, si c'est un client seul, le client lui-même seulement avec l'avis de 72 heures. Donc, ce n'est pas de bonne foi, ça, parce que ça fait déjà facilement 2 bonnes semaines, même 3, qu'on sait qu'il y a une offre d'achat. Une deuxième offre d'achat qui a déjà été acceptée et dont les clients sont en train de remplir leurs conditions. Donc, c'est ce qu'on entend par le mode collaboration, c'est-à-dire en temps opportun, au moment le plus prompt, on entame un échange cordial, honnête et vrai avec soit le client quand il est tout seul, soit son courtier. Parce que ça leur donne le temps de peut-être faire certains gestes qui vont leur donner la chance d'exercer leur droit de premier refus et acheter l'immeuble. Mais si on leur donne l'avis juste à la toute fin, puis on leur dit, ah, ben écoute, c'est ça que ça dit, hein, la clause, elle dit, c'est je t'avise lorsque toutes les conditions de la deuxième offre vont être remplies. C'est ce que moi j'ai fait. Ben, c'est sûr que oui, on s'en tient à la loi, mais du côté éthique, c'est questionnable. Questionnable. Puis du côté de la collaboration, c'est nul, totalement nul. Monsieur Rami, Oui. en fait, j'ai vécu un scénario similaire avec ça. Oui. À l'époque, je cherchais une maison à la salle, je tombais l'amour avec une maison. Le prix, c'est 390 000 et je fais mon premier offre 380 000. Et dans le délai de 72 heures, il y a l'autre offre qui est entrée. Et le courtier vendeur qui m'appelle, qui m'a dit qu'il faut bonifier le prix. Oui. Et je dis que laissez-moi réfléchir, je lui proposais 390 000. Mm-hmm. Mais elle m'a dit que non, le nouveau prix, c'est beaucoup plus haut que ça. Mais en fait, à l'époque, je m'en doute parce que je n'ai pas capable de vérifier est-ce que c'est une taxitique psychologie ou c'est une vérité. Donc, j'ai réfléchi, finalement, je l'ai abandonné. Donc, c'est parce que c'est le renseignement de l'autre offre d'achat, c'est confidentiel pour moi. Moi, je n'ai aucune trace pour prouver est-ce qu'il y a le prix plus haut que moi ou beaucoup plus haut que moi. Donc, Oui. dans ces conditions, je suis quand même en disant, je m'en doute, c'est comme je ne suis pas capable de vérifier ça. Oui, mais ça, c'est le problème qu'on a maintenant. Et c'est ce qu'on était en train de dire tantôt. Est-ce que c'est mieux de mettre en place un système qui permette de voir à quel montant on est rendu? Malheureusement, vous êtes tombé là-dedans dans un cas d'offres multiples et les offres multiples aujourd'hui, ils se font comme ça, à l'aveugle. On ne sait pas, ils sont rendus à quel montant. Et l'obligation du courtier, c'est d'informer son client et de lui proposer de bonifier l'offre. Maintenant, de dire que ça va prendre plus que ça, des fois, c'est sûr que si, je ne sais pas, si on est à 399 000 comme prix de vente et il y a 8 offres d'achat et vous voulez faire 400 000, vos chances de l'emporter sont très faibles. Donc, moi, je vais simplement vous le dire, vous avez des chances faibles de l'emporter avec 1000 de plus que le prix demandé. Il y a 8 offres d'achat, il faudrait peut-être mettre plus que ça.
Mais je ne vous force pas, c'est un conseil, simplement. Vous le faites si vous voulez. Est-ce que je peux savoir combien qu'il faut mettre pour l'emporter? Non, je ne peux pas parce que c'est 100%, 100% confidentiel. Donc, ni vous ni moi, on ne peut pas le savoir. Et c'est ce qu'il y a maintenant. Et ça, c'est le cas qu'on était en train de dire tantôt, c'est que éventuellement, ça va prendre peut-être un système sécurisé qui permette à quelqu'un, soit l'OACQ ou un tiers neutre, de faire la part des choses quant au prix, puis d'indiquer dans quel prix qu'on est rendu sans dire plus. Comme ça, au moins, on sait quel plan de match qu'on va mettre en place. Mais je veux dire, ça, c'est le cas classique d'offres multiples, là, parce que des fois, vous pouvez mettre 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 de plus, puis ça ne va pas être assez parce qu'il y a des gens, il y a trop d'offres d'achat, et il y en a d'autres qui mettent plus que vous. Mais dans l'historique de ce qui a été vendu par secteur, tu es quand même capable de dire à ton client, gars, il demande 550, il y a déjà 8 offres, fort à parier, on a déjà vu du vendu ici aux alentours de 600 000. C'est mieux d'y aller vers ça, tu sais. Oui, c'est sûr que ça guide un petit peu si c'est assez récent surtout. Si on parle de moins d'1 mois, moins que 2 mois, mettons, au plus, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que ça permet visuellement de voir que oui, effectivement, il y a des gens qui mettent autant d'argent. Parce que le problème là-dedans, c'est qu'on perd la confiance du client. Parce que le client s'en prend à nous, et c'est 100% normal. Vous êtes là pour le protéger, puis pour travailler pour qu'il, bon, pour son intérêt. Et vous êtes en train de lui dire, paye plus cher. Et il te dit, OK, ben, je vais mettre tant, puis tu lui dis encore, ben, c'est pas suffisant, il va falloir que tu mettes plus. Là, il va te dire, tu travailles pour moi ou tu travailles pour l'autre? Donc, et c'est ce que je déplore. Actuellement, c'est un système qui n'a ni queue ni tête. Parce que c'est un système qui est censé de fonctionner quand les surenchères sont l'exception, ce qui est normalement la norme. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la norme. Aujourd'hui, les surenchères ne sont plus simplement une exception, mais plutôt une façon de faire qui est fréquente, pour ne pas dire tout le temps. Donc, ça ne fonctionne plus, là. Hein? Ce système-là, il ne fonctionne plus. Il faut s'adapter. Mais c'est ça. C'est que là, mais c'est pas la même chose hein, que je parle ici. Je parlais vraiment d'un vendeur qui accepte une première offre d'achat avec une condition que l'acheteur doit vendre sa propriété avant de pouvoir acheter celle du vendeur. Donc, le vendeur lui donne le premier refus, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'avant de vendre à n'importe quel autre tiers, il doit se tourner vers l'acheteur 1 qui est en train de vendre sa propriété pour lui dire écoute, est-ce que tu achètes ou tu n'achètes pas? Puis pour ça, on a un délai de 72 heures pour faire ça, pour décider. Maintenant, l'acheteur 1 donne au vendeur le droit de continuer à vendre. Et donc là, on a l'acheteur 2 qui vient, qui soumet une offre d'achat en sachant qu'il y a un acheteur 1 qui est en attente de vendre sa propriété et qui en plus a un droit de premier refus. Et donc, l'acheteur 2 soumet l'offre d'achat conditionnelle à ce que celle de l'acheteur 1 soit nulle. La règle est que l'acheteur 2 doit remplir toutes les conditions de son offre. Donc, l'inspection, la vérification diligente,
le financement et tout ça. Une fois que tout ça c'est fait, et donc là, le vendeur se tourne vers l'acheteur 1 pour lui dire, voilà, j'ai une offre d'achat ici en main. Ils sont prêts à aller chez le notaire dans 15 jours. Est-ce que tu achètes ou tu n'achètes pas? Et je te donne 72 heures. C'est ça qu'on a. Et donc, c'est que je voulais vous dire, c'est que pour que le mode collaboration soit mis en place, il ne faut pas attendre que l'acheteur 2 remplisse l'ensemble de toutes ces conditions pour informer l'acheteur 1. On l'informe dès qu'on a accepté la deuxième offre, dès qu'on a reçu même la deuxième offre, pour lui permettre d'avoir un peu plus de temps actif, un peu plus de temps, en fait, entre vous et moi, là, en bon français, c'est pour lui mettre le feu au cul. Puis lui dire, regarde, j'ai l'offre d'achat ici en main, là, grouille-toi, parce que sinon tu vas la perdre. That's it. Et donc, ça lui permet à l'acheteur 1 peut-être de baisser son prix, de s'activer un petit peu pour vendre sa propriété. Et donc, ça lui donne un peu plus de temps que le simple 72 heures de la fin. Bon, Rami, est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche le vendeur, le vendeur, pas le courtier du vendeur, de divulguer le prix à l'acheteur 1? Le prix de l'acheteur 2? Non, on ne peut pas. On peut pas. C'est sûr que non. On peut pas. Ça se peut que ce soit un prix plus haut, ça se peut que ce soit un prix plus bas. Mais on ne peut pas. On ne peut pas, c'est 100% confidentiel encore. Oui. La confidentialité de l'offre, elle est absolue. Puis elle ne tient même pas, c'est fou à dire, mais elle ne tient même pas au client. Elle appartient même pas au client, elle appartient à la loi. C'est la loi qui vous dit que tu ne peux pas le faire. Fait que même si le client te dit oui, dis-lui là, c'est beau là, t'as mon accord, tu ne peux pas le faire. Okay. Donc, mais bien souvent, c'est des promesses d'achat qui sont un petit peu plus basses. Donc, la deuxième offre, elle est toujours un petit peu plus basse parce que l'acheteur profite de ça. Il dit, bon, regarde, toi, tu es pris avec lui ou avec elle là, qui doit vendre. Moi, je t'achète tout de suite. Je t'achète tout de suite, mais à temps comme prix. Tu sais? Peut-être 10 000 de moins, 5 000 de moins, 15 000 de moins. Ou peut-être ça va être un prix même plus haut. Aujourd'hui, chose certaine, il n'y en a pas de 72 heures. Il n'y en a pas de ce genre d'offres-là parce que un vendeur, il serait fou de prendre une telle offre conditionnelle à la vente de la propriété de l'acheteur, alors qu'il y a une vingtaine de gens, une trentaine de gens qui sont prêts à mettre une offre presque 100 000 $ de plus sans l'inspection, sans rien du tout. Là. Fait que prendre une offre avec un 72 heures, c'est une folie aujourd'hui. Mais dans un marché normal, ça l'arrive des fois. Mais c'est important de dire que le mode collaboration, il commence là. Il commence à partir de la réception de l'offre et non simplement à la toute fin là, pour l'avis de 3 jours. Alors, en ce qui a trait à la déontologie, donc, d'abord, vis-à-vis de la loi, la collaboration est un pilier de la loi sur le courtage. Donc, c'est une des structures qui tient la loi sur le courtage debout et qui lui permet justement d'encadrer bien notre profession. Et donc, à l'article 32 de la loi sur le courtage, que vous allez voir avec Sam, ça ne peut pas être plus clair, c'est l'OACIQ
a pour mission d'assurer la protection du public dans le domaine du courtage immobilier. C'est-à-dire, leur but dans la vie, c'est ça. C'est pas de faire en sorte que de protéger les courtiers, c'est pas de vous conseiller, c'est vraiment d'assurer la protection du public. Bien sûr, en ayant des courtiers qui sont mieux formés, on protège mieux le public. Mais c'est important de dire que leur mission, c'est pas de vous former, c'est de protéger le public. Ils vont trouver des moyens pour le faire, mais la protection du public, c'est l'objectif principal de l'OACIQ. Et donc, la collaboration avec l'organisme est importante, dans le sens que à l'article 105 du règlement sur les conditions d'exercice d'une opération de courtage sur la déontologie des courtiers et sur la pub, ici, il y a une virgule en passant. Donc, c'est important de dire que le courtier, la loi vous dit, en fait, comment ça fonctionne, c'est que, je pense que je vous l'avais dit déjà, c'est que la loi sur le courtage, elle est faite par le ministère des Finances, donc par le gouvernement, mais l'OACIQ a l'indépendance de s'auto-réglementer. Donc, les règlements en courtage sont faits par l'OACIQ. Et il y en a 7 en tout. Un de ces 7-là, c'est le règlement sur les conditions d'exercice d'une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité. Et à l'article 105 de ces règlements-là, on vient dire, clair et net, le courtier ou le dirigeant d'agence doit collaborer lors d'une inspection, lors d'une enquête qui soit faite par le syndic, lors d'une démarche simple de collecte d'infos, soit par le service d'assistance ou par le comité d'indemnisation, ou même lors d'une procédure de médiation ou arbitrage qui soit menée par l'OACIQ. L'OACIQ a aussi une section de médiation qui est offerte volontairement. Donc, quand il y a une mésentente entre un courtier et son client, c'est seulement pour ça. Donc, quand il y a une mésentente entre un courtier et son client, l'OACIQ met en place volontairement, si les parties veulent, un processus de médiation. Bien évidemment, c'est rare les courtiers qui vont se rendre là parce que on voit à l'article 32 là, que l'organisme a pour mission d'assurer la protection du public. Donc, la personne la moindrement bien informée, là, elle va se dire, ben, il me semble qu'il y a un conflit d'intérêts ici. L'OACIQ me propose volontairement de me rendre sur une table de négociation avec comme médiateur l'OACIQ, face à moi le client et moi. Alors que l'OACIQ, la mission, c'est de protéger le public. Bon, ils disent que non, qu'ils sont neutres et tout ça, mais bon, moi, je ne prendrai pas de risque, là. Je préfère aller vers la Cour du Québec et donc régler mes choses avec mes clients quelque part d'autre. Les piliers sont l'autofinancement, l'autogestion, l'autodiscipline. C'est ce qui tient en fait l'OACIQ debout. C'est ce qui permet à l'OACIQ de subsister en fait, d'exister et d'exercer son pouvoir. C'est l'autofinancement, l'autogestion, l'autodiscipline et c'est qu'on est en train de voir la collaboration. Obligation de collaborer avec l'OACIQ. Donc, on voit bien que
ça fait partie, c'est pas juste une mince affaire, c'est vraiment une grosse partie de la loi. Et c'est un pilier qui permet à l'OACIQ d'exercer ses pleins pouvoirs. Donc, la déonto vis-à-vis l'OACIQ, bon, là, je vais vous lire des articles de loi, sont là, c'est pas l'affaire la plus palpitante au monde, là, mais c'est ce qu'on a. Donc, l'article 103, il vient vous dire, l'article 103, toujours du règlement sur les conditions d'exercice d'une opération de courtage sur la déonto des courtiers et sur la pub. Donc, le courtier ou les dirigeants d'agence doit, dans la mesure du possible, aider au développement de la profession. Non. C'est-à-dire, vous devez, en quelque sorte, faire votre travail dans le bon sens et dans le but de développer le courtage de la bonne façon, donc en protégeant davantage le public et les transactions et surtout vos clients. 104, le courtier ou les dirigeants d'agence ne doit pas permettre ou encourager d'une quelconque façon l'exercice illégal de l'activité de courtier ou d'agence. Donc, ça va être le cas des fois, vous allez être approché par des gens qui ne sont pas courtiers simplement, mais qui ont un très gros réseau de contacts. Moi-même, j'en ai déjà eu des cas comme ça. Et tant aussi longtemps que le référencement se fasse en conformité avec la loi, c'est-à-dire que je ne peux pas payer cette personne-là qui n'est pas courtier, il n'y a pas de problème, non. Si la personne, elle est payée d'une quelconque façon par des services quelconques qu'elle offre à son client, puis qu'elle lui sort une facture avec TVQ, TPS et tout, puis que tout est conforme, puis que c'est son client qui la paye de son propre gré, aucun problème. C'est qu'on ne peut pas faire, c'est que moi, je paye cette personne-là qui a beaucoup de contacts, mais qui n'est pas courtier. On ne peut pas faire ça. Si je fais ça, ben, j'encourage l'exercice illégal du courtage. On ne peut pas faire ça. La collaboration avec l'organisme, mais ça, on l'a vu déjà, c'est l'article 105 que je vous ai lu tantôt. Donc, c'est pas... Puis, vous voyez que l'OACIQ ne va pas avec des mots très... qui viennent de manière implicite vous dire « Ah, c'est volontiers ». Non, non. Ils vont tout droit, clair et net. Ils vont vous dire « Vous devez collaborer ». Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. L'article 106, le courtier ou le dirigeant d'agence ne doit pas faire d'exagération, de dissimulation ou de fausses déclarations lorsqu'il fournit des renseignements à l'OACIQ. Bon. Ce qu'on vient vous dire, c'est que si l'OACIQ s'en vient vous voir, peu importe le motif, vous devez être un livre ouvert et dire les vraies choses. C'est pas... c'est une collaboration qui se fait quasiment avec le pistolet sur la tempe. Tu collabores ou tu collabores. C'est ça qui est ça. 107, le courtier ou le dirigeant d'agence ne doit pas inciter une personne à ne pas collaborer avec l'OACIQ. Donc, vous savez que la personne X a des informations qui peuvent vous nuire. Vous savez que l'OACIQ va aller les voir parce qu'ils sont dans le cadre d'une enquête. Vous n'avez pas le droit de contacter cette personne-là pour lui dire « Écoute, tu sais, si tu parles avec eux, ça va me faire du mal. Tu sais...
Moi, j'aime beaucoup baseball, puis j'ai une coupe de batte ici chez moi, puis si tu parles avec eux, ben, ça va aller mal, hein? Je vais pratiquer sur tes jambes. Donc, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Ça va? Et s'il y a des articles qui vont dans cette direction-là, c'est probablement parce qu'il y a eu déjà des cas comme ça. Article 109, le courtier ou le dirigeant d'agence qui est informé d'une demande d'enquête ne doit pas communiquer avec la personne qui a demandé la tenue d'une enquête. Donc, si on fait une demande d'enquête sur vous, quelqu'un, et que vous savez c'est qui, mais vous n'avez pas le droit de parler avec la personne qui a fait la demande d'enquête. Vous allez probablement dire, mais ça va de soi, mais c'est tentant de vouloir lui dire, écoute, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu sais, c'est très tentant d'essayer, comme on dit en bon français, de mettre les choses au clair avec la personne, puis peut-être que ça va régler le tout. Mais non, il ne faut pas faire ça, ça va empirer les choses. Maintenant, quant au syndic, le syndic, tel qu'on l'a vu, il est là pour faire une enquête exhaustive et, au besoin, porter plainte contre le courtier ou contre la boîte, donc contre l'agence. Donc, les fonctions du syndic, c'est enquêter d'abord et ensuite porter plainte si jamais c'est nécessaire. Maintenant, qu'est-ce que les syndics... OK, c'est presque fini. Parfait. Donc, les syndics, qu'est-ce qu'ils ont comme pouvoir pour faire leur travail? Bien, d'abord, ils vont jouir de l'immunité, c'est-à-dire vous ne pouvez pas les poursuivre s'ils ont exercé leur travail mal. Dans le sens que pas de mauvaise foi. Vous pourrez avoir un recours contre un syndic qui s'acharne contre vous pour des motifs discriminatoires. Mais si dans le cadre de leur travail, ils font un travail qui est conforme avec la loi, mais ils se trompent, hein, comme un courtier peut se tromper, hein, vous ne pouvez pas les poursuivre. L'autre chose, c'est qu'ils ont des pouvoirs très forts, très forts. Donc, les pouvoirs qu'ils ont, c'est d'entrer dans les bureaux du titulaire de permis visé par l'enquête, faire des copies de n'importe quel document qu'ils jugent nécessaire et même aller jusqu'à saisir des biens qui peuvent faire partie de la preuve lors d'une audience. Et tout ça, les amis, sans mandat. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien se pointer chez vous, là, puis vous ne pouvez pas leur dire non, tu n'entres pas ici. Ils peuvent faire des copies de ce qu'ils veulent et vous ne pouvez pas leur dire non, tu n'as pas le droit de faire ça. Et ils peuvent même partir avec votre laptop et vous ne pouvez pas leur dire non, tu n'as pas le droit de faire ça. Ça te prend un mandat signé par un juge pour saisir mon bien. Tout ça, ils peuvent le faire sans mandat. Donc, c'est des pouvoirs qui sont très forts. Donc, non seulement d'un côté, on vous oblige à collaborer, mais de l'autre côté, on sort les gros canons pour s'assurer que vous le faites bien comme il faut. Et ça met un terme hein, là au chapitre 2, donc la collaboration. Là, je vais juste voir combien de pages on a. 12, 13, 14... 15, OK, c'est pas pire, c'est pas pire. On n'en a pas pour longtemps. Je pense pas qu'on en a pour longtemps. Rami? La collaboration était plus importante. Oui. La dernière section, lorsque tu listes tous les articles, est-ce que c'est pas dans la première version de document, tu vas la mettre à jour en ligne? Oui, exactement. Oui. Je vous l'envoie tantôt. Là. J'avais dit que j'allais le faire à la pause. Je m'excuse, je ne l'ai pas fait parce que je l'ai mis encore. J'ai fait quelques petits ajouts, donc je me suis dit je vais leur donner. Puis je pense pas que ça va changer là, plus que ça. Là. Je pense que j'en ai en masse pour compléter mon cours. Je ne vais pas vous surcharger non plus. De toute façon, ces parties-là, je les ai prises du cours de loi parce que je trouve qu'elles sont conformes avec la base qui vous force en quelque sorte à entamer certains échanges dans vos relations avec les autres parties prenantes dans une transaction.
que ce soit l'OACIQ, le client, d'autres courtiers, d'autres professionnels. Donc, oui, c'est une chose de vous dire tu dois le faire, mais c'est autre chose aussi de vous montrer que c'est pas juste qu'on doit le faire, c'est que la loi vous force à le faire et voici où ce que c'est écrit et de où ça vient. Et ça tombe bien parce que vous allez faire un cours de loi sous peu. Je ne sais pas si vous l'avez déjà commencé, mais le fait est que votre cours de loi va faire vraiment le tour de l'ensemble de tous les articles de cette loi-là. Et donc, vous allez voir en détail, encore plus en détail, tout ce qu'on est en train de voir ensemble ici, là. Mais les articles de loi ne sont pas à apprendre par cœur, par contre. Donc, moi, je ne vous force pas à les apprendre par cœur. Le contenu, c'est-à-dire les petites sections que j'ai sur ligne, ça, oui. Tu sais, mettons ici là, qu'il ne faut pas communiquer avec la personne qui a fait la demande d'enquête. Ça, c'est un petit peu normal, là. Mais je ne vous force pas à apprendre l'article de loi par cœur, puis je ne vous demanderai certainement pas dites-moi le numéro de l'article qui dit telle chose. Jamais. Donc, c'est ça. Le chapitre 3. Donc, on est rendu au chapitre 3 qui parle de la transmission de l'info. Donc, je vais voir si j'avance quand même assez bien. On ne prendra pas de pause, puis on finit un petit peu plus tôt. On devrait finir au plus tard vers 14h45, 3h, pas plus que ça. Maintenant, en courtage, il y a bien évidemment plusieurs façons de transmettre l'info. Donc, la transmission de l'info est importante dans le sens que non seulement ça sert de preuve dans certains cas, des preuves de certains actes qu'on doit faire, mais également, ça permet de clarifier pas mal de choses. Et donc, de faire en sorte que la transaction se mène à terme de la bonne façon. On le sait très bien, là, on peut échanger verbalement, par écrit, hein, par signe aussi, des fois, et par le non-verbal. Le non-verbal en dit beaucoup. Et donc, inutile de vous dire que la communication est la base même d'une transaction immobilière. Imaginez-vous une transaction où ce que les parties ne communiquent pas du tout. Ça ne marche pas. Donc, il n'y a pas de transaction. Point. OK? Et donc, dans chaque domaine, que vous soyez dans un domaine ou dans n'importe quel autre, il y a des manières de communiquer qui sont plus comment je peux dire, qui s'accordent mieux avec le domaine en question. Je vous donne l'exemple, même au niveau du droit, c'est très fou, mais au niveau du droit, quand on parle avec un criminaliste, donc un expert en droit criminel, c'est des gens qui n'écrivent presque pas. C'est des gens qui vont simplement utiliser le mode verbal pour plus de 75% de leurs échanges avec autant avec des clients, autant avec des juges qu'avec d'autres collègues, d'autres confrères, consoeurs. Si vous parlez avec un civiliste, donc avec un avocat qui fait du droit civil, qui fait des poursuites, hein, c'est ça, parce que le droit criminel, soit on est en défense, soit on travaille pour le gouvernement, qui est celui qui poursuit. Et comme je vous ai dit, c'est le droit criminel, c'est pour de la prison. C'est ce qui est en jeu. Alors que dans le droit civil, c'est des montants d'argent. Hein? Donc, on l'a vu dans la section sur la responsabilité civile, c'est des montants d'argent qui sont en jeu, simplement. Les avocats en droit civil, ils ne font qu'écrire dans leur vie. Tout est écrit. Tout. Chaque petite étape, chaque petite affaire doit faire l'objet d'un courriel,
d'une lettre, de quelque chose écrit. Donc, même dans un même domaine qui est le droit, on a des branches où il y a plus de verbal et d'autres branches où il y a plus d'écrit. En courtage, c'est un mix. C'est un mix où le verbal prend beaucoup de place. Bien souvent, on parle beaucoup avec nos clients. Et bien évidemment, on regroupe les personnes avec qui on échange le plus en trois, donc le client, les autres courtiers et les autres professionnels qui font partie de la transaction. Donc, c'est les gens avec qui on échange le plus, là. Et le but, c'est justement de pouvoir communiquer de la meilleure manière possible. Le meilleur moyen est toujours l'écrit. Pourquoi? Simplement parce que ça laisse des traces. Il n'y a pas meilleure façon de faire que d'écrire parce que ça laisse des traces. Donc, on a des preuves de ce qu'on a dit, on a des preuves de ce qui a été échangé. Donc, même, puis ça, c'est une pratique qui vaut la peine d'être développée par vous, même si ça prend du temps. Puis j'aurais tendance à vous dire qu'il y a plus de 50% des courtiers qui ne font pas ça. Mais même lorsqu'on s'entretient avec un client ou avec un autre professionnel ou peu importe qui, et qu'on est dans le cadre d'une transaction et que, l'entretien se fait de manière verbale, ça vaut la peine de immédiatement après envoyer un compte-rendu écrit à notre interlocuteur pour qu'on laisse des traces. Et si jamais ça aide, parce que si jamais il y a une partie qu'on a moins bien comprise, ben, l'interlocuteur va pouvoir essentiellement nous mettre à jour tout de suite, sans qu'on s'embarque dans des démarches un peu plus approfondies et qu'on fasse fausse route. Voilà, donc ça, c'est une bonne façon de faire. Puis la prise des notes, elle est importante. Donc, bon, la prise des notes, souvent, on peut la faire dans les systèmes de GED maintenant. Les bons systèmes de GED ont des pages de notes. Donc, vous pouvez vous faire des notes pour chaque dossier qui reste là. Et donc, c'est des bons systèmes. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des notes papier, là. Vous pouvez vous faire des notes. Vous pouvez garder l'ensemble de vos échanges courriels dans la GED également pour le dossier. Donc, il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire avant. Avant, on traînait avec un petit calepin, là, puis on mettait la date, le dossier, le client. On écrit, oui, voilà, on a fait ceci, on a fait cela. On arrache la page, puis on la met dans le dossier en question. Donc, des fois, on avait 4-5 pages là, qui portaient des dates qui ne se suivaient pas parce que c'était des actions qui n'avaient pas été faites les unes après les autres. Donc, souvent, on avait des notes qui n'étaient pas complètes, qui étaient un peu mal faites, qu'on ne comprenait plus au bout d'un certain temps. Donc, aujourd'hui, on est capable de faire ça plus clean, plus beau. Et ça reste dans le même dossier sans crainte que ça puisse se perdre quelque part d'autre. Et ça va dépendre du système de GED que l'agence utilise. Mais normalement, ils sont tous faits comme ça, de sorte qu'on peut prendre des notes et les garder dans le dossier sur lequel on travaille. Maintenant, selon les études, selon les bouquins, selon les gros connaisseurs dans la communication, ce qui mène à une bonne communication, c'est une image soignée, un échange avec des mots soignés, c'est-à-dire un échange qui soit clair, qui soit concis, un langage qu'il soit adapté pour l'interlocuteur. Donc, vous allez faire affaire avec des gens qui ont des post-docs
et qui sont experts dans leur domaine et qui s'expriment super bien et qui sont hyper soignés lorsqu'ils parlent. Et vous allez faire affaire avec des gens qui sont le contraire de ça. Donc, qui parlent un peu plus d'une façon un peu plus vulgaire, pas vulgaire de mal parler, mais vulgaire dans un sens commun. C'est-à-dire que on utilise des mots qui ne sont pas nécessairement soignés. C'est-à-dire le vocabulaire de ces gens-là est limité. Et donc, il faut adapter la communication qu'on va faire au type de client qu'on a devant nous. Et il faut être certain que ces gens-là ont bien compris, qu'ils ont bien compris. Donc, ça va de soi qu'il faut bien connaître le sujet. C'est-à-dire, il ne faut pas outrepasser vos compétences. C'est important si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la question, ben, c'est mieux de le dire en toute franchise que de s'embarquer à dire un peu n'importe quoi puis d'avoir l'air d'un con parce que plus tard, les clients se rendent compte que vous lui avez dit n'importe quoi. Donc, on parle aussi des filtres qui perturbent la communication. Donc, c'est long, c'est même gens qui sont très savants là-dedans. L'environnement physique dans lequel vous êtes va essentiellement soit aider, soit perturber la communication. Donc, les bruits, les dangers, parce que souvent, quand on est en communication avec quelqu'un d'autre, puis que c'est un sujet important, c'est un moment de la transaction qui est crucial, mais souvent, on est tellement focus qu'on perd la notion de ce qu'il y a autour de nous. Moi, des fois, j'ai fait les 100 pas chez moi parce que j'aime marcher lorsque je parle. Et donc, je fais les 100 pas chez moi, hein, aller-retour, aller-retour. Et je ne sais même pas si je suis dans le salon, dans la cuisine, dans la salle de bain, dans ma chambre. Je perds totalement la notion. Donc, c'est important d'être dans un endroit safe, donc un endroit qui soit sécuritaire au cas où vous faites comme moi, vous faites les 100 pas, puis on perd la notion d'où ce qu'on est. Et bien évidemment, le manque de confort nuit beaucoup. C'est-à-dire, si vous êtes dans un endroit très froid ou dans un endroit très chaud, ben, c'est sûr que le ton et la manière de discuter, la réflexion que vous allez faire de la chose n'est pas la même. Donc, vous allez couper les coins ronds, vous allez essayer de vous mettre, de mettre un terme à cette communication-là le plus rapidement possible dans le but de vous mettre au confort. Donc, c'est important lorsqu'on, puis ça, je vous raconte un peu n'importe quoi, là, mais c'est vrai que ça marche, là. Si on est confortable, puis c'est pour ça souvent qu'on vous dit, lorsque vous allez travailler, même si vous n'avez pas un bureau fermé à votre agence, ou même si vous voulez être chez vous, mettez-vous dans une pièce dans laquelle vous êtes capable de travailler. Vous allez accomplir beaucoup plus en moins de temps dans de telles circonstances. Bon, qu'est-ce que je viens de dire ici? Un certain nombre de filtres peuvent être évités ou réduits. Il s'agit de prendre certains moyens. Donc, bon, ça va un peu de soi. On se met dans un endroit confortable pour
discuter avec le client et ou prendre au moins place dans un véhicule. Bon, ça, c'est sûr que si je peux vous dire une chose, là où je travaille le mieux, c'est dans mon char. Dans mon char, c'est mon bureau roulant. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai même une plug là, pour si jamais mon ordi il tombe en panne. Là. Et donc, c'est un endroit sur lequel dans lequel je travaille très, très bien. Et vous allez probablement me dire, oui, mais il y a des dangers qu'en discutant, tu perds la notion d'où ce qu'était. C'est vrai, mais savez-vous quoi? Ça ne m'arrive pas. Donc, je ne perds pas la notion. Quand je fais les 100 pas, oui, mais quand je suis dans mon auto, non. Et donc, je travaille souvent sur la route. Je profite du trafic pour faire des appels. Et donc, j'accomplis beaucoup en très peu de temps lorsque je suis sur la route, croyez-le ou pas. Bien évidemment, je ne peux pas voir la documentation, donc c'est des appels. C'est des appels de toutes sortes de choses, donc des sujets qui sont assez divers, mais que je peux accomplir en très peu de temps. Donc, je n'écoute pas la radio, je ne l'écoute plus. La musique, des fois, hein, quand j'ai du temps à perdre, mais 90% du temps, c'est des appels. Le contexte socio-culturel entre également. Donc, la langue, qu'on le veuille ou pas, le niveau de scolarité entre en ligne de compte des fois. L'éducation, la religion et le pays d'origine. On est dans une province qui est très multiculturelle. Donc, c'est sûr qu'ici, on voit des gens d'un peu partout dans le monde. Et donc, la langue, j'aurais tendance à vous dire qu'en courtage, on travaille soit en anglais, soit en français. C'est-à-dire que les formulaires de l'OACIQ sont faits soit en français, soit en anglais. Donc, et ça ne dépend pas de vous, ça dépend du client. Donc, moi, je suis un ardent défenseur du français. Et c'est une langue que j'aime beaucoup. Mais la langue de préférence de mes clients passe d'abord. C'est-à-dire que s'ils veulent qu'on s'exprime en anglais, je vais le faire. Puis, personnellement, moi, j'ai toujours trouvé que l'approche, malgré l'histoire, là, ça, c'est un point sur lequel on va pouvoir discuter vitam aeternam, mais je trouve que l'approche qu'on a envers le français au Québec, par certains partis politiques, est très réductrice de la langue, c'est-à-dire qu'on la protège comme si elle était sur le point de mourir, alors que moi, je trouve que c'est une grande richesse que de parler français, et c'est comme ça qu'on devrait promouvoir le français, dans le sens que c'est un atout. On est dans une partie du monde où 95% des gens parlent anglais seulement. Donc, nous, Québécois, on a un avantage certain sur le reste des gens des États-Unis, du Canada et du Mexique également. Et donc, le fait de dire qu'il faut s'en tenir seulement aux Français, je trouve que ça vient en quelque sorte réduire l'importance du français parce qu'on on vous empêche en quelque sorte de vous épanouir.
Parce que qu'on le veuille ou pas, on est entouré d'anglo, donc malheureusement, il va falloir parler anglais, hein, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Et il y a une forte partie de la population du Québec qui a une origine culturelle autre que québécoise. Donc, ces gens-là parlent une troisième langue. Donc, je pense que le fait de parler le français est un plus et non un moins. Puis le français ou même si on veut dire qu'il est en déclin, là, moi je pense qu'on devrait plutôt le rendre plus fort en mettant l'accent sur ses forces et non sur ses faiblesses. Mais ça, c'est une opinion personnelle, là. Mais je pense que le fait qu'on parle français dans l'hémisphère nord du continent américain est certainement un plus, un gros plus. Un avantage qu'on a sur le reste des gens, sur à peu près quoi, un demi-milliard de gens qui vivent ici, là, entre le Mexique, les États-Unis puis le Canada. Donc, c'est important de dire que c'est un gros plus. Mais il va de soi que la clientèle, elle n'est pas toujours franco. Donc, il va falloir qu'on parle aussi l'anglais, il va falloir qu'on s'exprime en anglais, qu'on connaisse les termes en anglais et qu'on soit à l'aise à écrire en anglais également. Et à l'OACQ, tout est fait dans les deux langues. Bon, c'est important aussi de connaître légèrement les coutumes de certaines cultures pour ne pas tomber dans certains pièges. Bon. Moi, je travaille beaucoup avec des Indiens, puis des Marocains. Et bon, là, c'est dommage que je n'ai pas pu apprendre l'arabe quand j'étais plus jeune, même si je suis moitié libanais. Mais je connais un petit peu sur chacune de ces deux cultures-là, un tout petit peu. Donc, des trucs de base qui sont importants et qui font chaud au cœur pour ces clients-là lorsqu'on en tient compte. Le Ramadan, mes collègues indiens, ben, je sais qu'ils boivent pas. Ils boivent pas d'alcool. Donc, quand je vais leur donner un cadeau pour l'achat ou pour la vente d'un bien, ben, ça va être d'autres choses. Ça va être des chocolats, souvent. Donc, et c'est des petits détails qui font en sorte que le client se rend compte que vous êtes informé et que vous connaissez les moindres petits détails de votre clientèle. Et ça, c'est très apprécié, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'on le veut ou pas, ici, au Québec, vous allez faire affaire avec toutes sortes de monde. Toutes sortes de monde. Puis ça m'arrive des fois d'être dans des meetings avec des clients, puis ils parlent entre eux, là, pendant 20 minutes de temps, parce que ça discute sur certains points qui sont chauds, donc le prix ou le montant de cash qu'on va mettre. Puis je comprends absolument rien, là. Ça parle entre eux dans leur langue, puis il faut respecter ces faits-là. C'est leur transaction, vous, ils vous ont choisi pour que vous le représentiez. Donc, il faut quand même respecter leur droit de pouvoir s'exprimer entre eux dans leur langue, dans la langue où ils se sentent le plus à l'aise.
Et c'est important, si ça donne que vous avez la chance d'avoir une 3e, 4e, 5e langue et que vous êtes à l'aise dans la langue du client, mais tant mieux. Parce que bien souvent, le fait de traduire dans certains cas vient nuire les échanges parce qu'il y a certains termes qui sont mal compris. Donc, si vous avez cette chance-là, profitez-en. Profitez-en, c'est un plus. Alors, je suis rendu, laissez-moi juste voir. OK, il ne me reste pas longtemps, là, fait que je vous garde, je ne vous laisse pas aller en pause, je vous garde, puis on va finir un petit peu plus tôt, OK? Comme ça, on complète le chapitre 3. Les émotions. Bon, selon les mêmes experts qu'on disait tantôt, la vente ou l'achat, c'est-à-dire une transaction vis-à-vis un bien immeuble, a un haut niveau d'émotivité. C'est-à-dire, donc, on est fébrile, on est plus réceptif à des états de notre corps, des changements hormonaux qui viennent en quelque sorte faire de nous des gens qui soit sont insécures, fous de joie, en colère, qui ont la peur, le doute. Et donc, tout ça, c'est des choses normales dans une transaction. Puis vous allez les vivre également parce que vous allez avoir votre première transaction et vous allez probablement avoir des petites sueurs froides également. C'est 100% normal. L'important, c'est de laisser le client s'exprimer. Et vous, vous êtes simplement un support. Donc, l'empathie est un atout. C'est pas, comment je peux dire, dans votre domaine, dans notre domaine, en fait, c'est pas juste des cas extrêmes, là. C'est pas juste là où ça va très mal ou là où ça va très bien, là. La plupart du temps, c'est des cas où il y a des variations au niveau des émotions et ça va vers le haut, ça va vers le bas. Et l'important, c'est d'être empathique, de comprendre le client, de le laisser parler et de vous présenter, bien sûr, comme un allié. Et c'est pour ça que je vous disais que le fait d'avoir des surenchères à l'aveugle nous nuit énormément. Parce que même si je veux expliquer au client, écoute, je m'excuse, mais c'est pas ma faute. La loi, elle est faite comme ça. Ils n'ont pas le droit de me dire c'est combien. Tu sais, nous, on est membre d'un ordre et on a un code d'éthique, puis blabli, blabla. Ben, c'est sûr que le client à qui vous lui dites le prix de vente est à 500 000, puis vous le conseillez de mettre 585 000, donc 85 000 $ de plus pour qu'il l'emporte, il est déçu. Il est amèrement, je pense. Donc, c'est un processus qui doit être revu parce que ça n'a aucun bon sens, là. Aujourd'hui, on voit des gens, je vois des courtiers qui se vantent, puis ça, c'est une folie, là, qui se vantent d'avoir emporté des enchères. Imaginez-vous, ce n'est plus je me vante de faire une transaction, mais plutôt je me vante d'avoir emporté l'enchère. C'est n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. 2 offres d'achat acceptées, enchère emportée, la première avec 8 offres d'achat, la deuxième avec 13 offres d'achat. C'est n'importe quoi, ça. Et là, on voit la photo du courtier avec son client tout content. Peut-être que c'est un plus pour eux. Peut-être que dans les circonstances, ils ont été capables d'établir un lien de confiance pour dire au client, écoute, on est dans une condition qui est adverse, qui malheureusement va vider tes poches, va te faire
payer un petit peu plus cher que le prix demandé, mais je vais t'aider pour que tu puisses emporter l'enchère. Peut-être c'était ça le deal. Puis ça a fait en sorte que on sort de là avec un sentiment d'avoir gagné. C'est un peu comme l'avocat qui défend son client contre une infraction X pour laquelle on lui demande une suspension de permis de 12 mois, puis il obtient 30 jours. Il est gagnant. Il est gagnant. Malgré le fait qu'il a perdu, il a quand même été capable de passer de 12 mois à 30 jours. Donc, il a gagné sa cause. Des fois, pour qu'on obtienne gain de cause, ce n'est pas nécessairement d'avoir le meilleur résultat, mais plutôt le meilleur dans les circonstances. Il faut être toujours positif, voir le côté plein. C'est sûr et certain. Aujourd'hui, surtout. Aujourd'hui, c'est fou, là. Je vous dis ça parce que je le vis au jour le jour. J'ai des clients qui ont des gros moyens et qui cherchent, puis ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent simplement pas. Il n'y en a pas d'immeuble. Point. Il n'y en a pas. Donc, c'est très frustrant, frustrant lorsqu'on voit ces choses-là. Parce que, je veux dire, puis c'est pas la faute du courtier, mais ça dépend de l'approche que le courtier a envers son client pour que cette situation-là, malencontreuse, puis de mauvaise chance, si on peut dire ça comme ça, deviennent un lien de confiance entre le courtier et son client. Donc, ça dépend de l'approche qu'il a envers son client, l'approche au niveau surtout de la franchise. Je vois beaucoup de courtiers qui mettent beaucoup d'espoir sur des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Et ça, c'est la pire des choses parce que vous êtes en train de hausser l'expectative du client sans pouvoir livrer la marchandise. Donc c'est sûr qu'au bout du compte, vous allez finir avec un client frustré. Moi, je préfère très bien dire au client, écoute, oublie ça, attends-toi au pire, puis essayons de faire notre mieux. Mais c'est important d'être franc avec nos clients. C'est important. Avec une attitude gagnante, positive, mais franc. Bon, si jamais les émotions sont trop fortes, là, moi, j'ai déjà vécu des ventes émotionnelles parce que, bon, c'est un couple de gens qui, dans la fin soixante-dizaine, ça faisait 45 ans qu'ils vivaient à la même place. Et donc, c'est sûr que le fait de vendre, le fait de voir officiellement qu'on est en train de vendre, ben, ça faisait mal un petit peu. Donc, des pleurs, des ci, de ça. Mais il faut leur donner le temps, il faut écouter. Vous allez voir, la seule personne là, à qui on ne lui demande jamais comment il va, c'est vous. Le courtier, il va toujours bien. On s'en fout de lui. Donc, c'est important. C'est pour ça que j'ai dit toujours, à chaque fois qu'on transige avec des clients, on ramasse à droite et à gauche du négatif et du positif. Et donc, il faut faire la part des choses et il faut décanter tout ça. Donc, c'est important de se garder du temps pour soi. Que ce soit le gym, faire du sport, sortir, prendre un verre, aller faire du ski, du snow, aller dans un chalet, mais il faut prendre du temps pour soi.
parce que c'est une profession dans laquelle vous êtes important, mais on oublie que vous êtes humain également. Donc, je vous le dis parce que je sais quand est-ce que je commence à en avoir mon casque plein. C'est quand un client m'appelle, puis ça me fait chier. Ça me fait chier de simplement répondre. Donc là, je sais que mon casque est plein. Moi, ce que je fais pour faire le vide totalement, je pars quelque part. Je prends ma femme, mes 2 enfants, puis on part 1 semaine, 2 semaines quelque part, puis je fais le vide totalement. Donc, c'est ma façon en moi. Mais vous devez aussi trouver la vôtre. Parce que c'est sûr et certain qu'au bout d'un certain temps, c'est bien beau de faire des chèques de 15 000, de 20 000, puis de voir le compte des banques grossir, là. Mais à un moment donné, il faut que vous pensiez aussi à vous. Donc, gardez-vous toujours du temps pour vous, des activités. C'est un domaine dans lequel on s'en fout de vous au niveau humain. On s'en fout. Si ça va bien, si ça va pas bien, mon courtier, il est toujours bon. Et donc, il faut qu'on prenne du temps pour soi. Le niveau de langage, les termes en pratique peuvent... OK. C'est important et ça, c'est hyper important. Et je vois que plusieurs courtiers commettent beaucoup de fautes parce qu'ils veulent aller trop vite. Ils pensent qu'ils sont en train de parler avec d'autres courtiers. Mais souvent, les clients ne comprennent pas le jargon en courtage. Donc, tantôt, je vous ai fait l'histoire du 72 heures. 72 heures, c'est quoi? C'est qu'on appelle dans le jargon du courtage, c'est le cas où l'acheteur doit vendre avant d'acheter. Donc, l'acheteur soumet une offre d'achat au vendeur conditionnelle à la vente de sa propriété. Nous, on appelle ça un 72 heures. Mais quand on l'explique au client, on ne peut pas dire « Ah, ça, c'est un 72 heures ». Le client va dire « C'est quoi cette affaire-là » Il faut l'expliquer en termes clairs. Même chose pour un avis de 60 jours. On a vu dans le chapitre 17 en droit que avant d'avoir une saisie par une banque, la banque doit publier ce qu'on appelle un avis de 60 jours. Donc, c'est un avis ça s'appelle un préavis d'exercice hypothécaire. Donc, souvent, dans notre jargon, ça s'appelle un avis de 60 jours parce que c'est un avis qui donne 60 jours au client vendeur pour vendre ou pour, essentiellement, pour rembourser son dû. Et donc, quand on s'en va voir ces clients-là, on ne lui dit pas c'est un avis de 60 jours. On lui explique. Ben, c'est un avis qui te donne 60 jours pour rembourser. Si tu ne rembourses pas le montant qui est dû, ben, ils débutent les procédures pour saisir l'immeuble. Donc, essentiellement, ça ne te donne pas beaucoup de temps pour vendre. Donc, il faut faire vite. Et souvent, les clients se sentent intimidés, se sentent perdus un petit peu lorsqu'on se sert des termes trop techniques. Donc, essayez de rendre ça simple et clair. Et c'est pour ça que je vous ai dit, lorsque vous allez faire vos cours de rédaction, ben, prenez un contrat vierge, puis pour chaque clause, mettez-vous des notes sur la marge pour qu'on sache c'est quoi ces clauses-là, pour qu'on soit capable d'expliquer ces clauses-là de manière simple, en quelques mots. Moi, ce que je fais lorsque je donne ces cours-là, je passe au travers du contrat au complet. Et je vous explique clause par clause et je vous donne la chance de prendre des notes sur la marge pour que, rendu au moment où vous allez devoir expliquer à vos clients l'une ou l'autre de n'importe quelle de ces clauses-là, bien que ça puisse être fait en mots clairs, concis et simples.
Et non seulement ça, vous avez l'air savant. Pourquoi? Parce que vous comprenez vos trucs, même si c'est écrit dans un langage quand même complexe et légal. Vous comprenez ces choses-là. Donc, vous n'êtes pas un courtier à qui on lui demande de nous expliquer une clause, puis il ne sait même pas par où commencer. Puis ça, croyez-le ou pas, il y en a plein comme ça, qui ne savent même pas, ou qui vont dire n'importe quoi simplement pour ne pas admettre qu'ils ne comprennent pas. Donc, c'est important de faire ça. C'est un conseil que je vous donne et que je vous redonne encore une fois. Prenez-vous des notes sur la marge pour chaque clause pour que vous soyez capable de l'expliquer de manière simple et concise. Le manque d'attention, il est possible que si vous devez donner rendez-vous en soirée à vos clients, que ceux-ci soient moins attentifs. Bon, oui. C'est sûr que le moment de la rencontre client est un moment crucial. Et c'est un moment qu'idéalement, on voudrait que nos clients soient avec nous à 100%. Donc, idéalement, si on peut faire la rencontre client dans votre bureau, c'est toujours mieux. On est plus concentré à des heures qui ne soient pas ni trop tard ni trop tôt. Pourquoi? Parce que vous allez bombarder vos clients avec toutes sortes de choses, qu'il va y avoir une partie qui vont comprendre, une partie qui ne vont pas comprendre, une partie qui vont peut-être comprendre, peut-être pas. Donc, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, c'est important d'avoir un moment propice pour ce genre d'échange-là, qui implique non seulement des points techniques, mais également une stratégie de vente ou une stratégie d'achat. Donc, c'est important que, puis même vous aussi, c'est clair et net que vous avez certains moments du jour auxquels vous êtes plus attentif, auxquels vous êtes plus en forme. Donc, c'est exactement la même chose pour vos clients. Donc, essayez d'avoir un moment qui soit un petit peu plus zen, qui soit un petit peu mieux adapté à la rencontre que vous devez avoir avec eux. Parce que il faut toujours se mettre en tête que la transaction que vous êtes en train de faire, c'est probablement la transaction la plus importante pour vos clients. Pour vous, c'est une des plus. Une des plus à 500 000, une des plus à 800 000, à 250 000, à 300 000. Pour eux, c'est le move, donc l'action d'une vie. Donc, il faut toujours se mettre dans un contexte où le client, il a besoin de beaucoup de support de votre part. Et si je peux vous donner un tout dernier conseil, c'est prenez vos clients comme si c'était des enfants qui ne comprennent absolument rien. Expliquez-leur les choses de manière simple et point par point. Même s'ils comprennent, même si au bout du compte, ils vont vous dire « Ah oui, ça, ben oui, ça, j'essaie. » Au moins, vous ne prenez pas la chance qu'ils vous disent plus tard « Ben, t'aurais dû me dire ça ou tu aurais dû me dire cela. » Donc, et ça, c'est très, très plate. Donc, c'est mieux qu'on prenne le temps d'expliquer point par point, de manière claire, tout, de A à Z. Donc, prenez la peine vraiment de prendre le temps. Il n'y a pas de... Je ne vois pas un rendez-vous avec un client où il faut qu'on complète une offre d'achat ou un contrat de moins de 1h30, 2 heures. Donc, mettez-vous des blocs d'heures qui sont quand même assez longs pour qu'on prenne le temps d'expliquer bien les choses aux clients. Vous le faites tous les jours. Pour vous, c'est très simple, mais pour eux, c'est la transaction d'une vie. Là. Donc, et c'est ce qu'il faut se mettre en tête. Très bien. Donc, je suis en train de monter, je vais vous envoyer les notes de cours maintenant. On a terminé le cours pour aujourd'hui. Je suis en train de monter des questions pour les chapitres 1, 2, 3 et 4 et l'examen 1. Donc, je vais vous les envoyer d'ici le week-end.
Donc, les questions, je vous les envoie sans les réponses, puis on va les voir ensemble lors du prochain cours. Je vais essayer de me garder du temps. Ou sinon, au pire, on peut les faire le matin même de l'examen lors de notre séance là, d'à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Là. Donc, on peut faire ça. C'est des questions qui vont être très similaires à celles de l'examen. Mon approche pour ces cours-ci, c'est vraiment d'y aller avec la logique, d'y aller avec une bonne lecture des notes de cours. Puis vous allez voir que il n'y a pas. Je pense que c'est le cours le plus facile de la session. Donc, soyez certainement pas inquiets là. Vous allez tous certainement passer. Ça, c'est clair et net pour moi. Donc, mais ça prend un certain niveau des lectures des notes de cours. Donc, c'est juste ça. Fait que d'ici le week-end, je vous envoie les questions préparatoires. Puis, je vous envoie les notes de cours à jour à l'instant même. Donc, sur ce, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous libère. Sinon, je reste là et je vous écoute. Moi, je vais juste dire qu'il me semble que le courtier a un rôle aussi de psychologue. Oh oui. Puis souvent, on joue souvent là-dessus. Puis je vais être honnête avec vous, c'est ce qui fatigue le plus. Parce qu'on amasse beaucoup de négativité de chez nos clients parce qu'on doit les rendre plus sûrs de eux, on doit les conseiller et c'est ça fatigue beaucoup au niveau mental. Donc, c'est pour ça que je vous dis, puis c'est vraiment pas une joke, il faut se donner du temps pour soi. Parce que contrairement à lorsqu'on travaille pour quelqu'un à titre d'employé, que bien souvent, lorsqu'on sort de la job, hein, comme on dit si bien, ben, on laisse la job à la job, puis on peut se concentrer sur d'autres choses. En courtage, c'est un travail qui se fait constamment parce que vous allez travailler sur plusieurs transactions en même temps et elles ne sont pas toutes rendues au même point. Donc, puis, il n'y a pas juste ça, il y a aussi l'entreprise qui doit être justement gardée up-to-date, donc à jour, que ce soit au niveau de la TVQ puis la TPS, de l'impôt, des finances, du marketing. Et donc, il y a beaucoup de choses là-dedans que, honnêtement, si vous n'êtes pas capable de faire le vide, c'est un cumul qui peut vous faire péter les plombs assez souvent. Puis c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit de glace puis qu'on garde notre objectivité en tout temps, hein, telle que l'OACIQ exige. Mais dans certains cas, ce n'est pas facile à faire. Ça, je peux certainement vous dire. Puis on est des psychologues, on est des amis, des fois. On entend des choses, des fois, qu'on est prêt à tomber en bas de notre chaise parce qu'on entend des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Du tout. Donc, des choses de toutes sortes, des fois, sont pour du bien, puis des fois, c'est pour dire « Wow, c'est quoi cette affaire-là? » Ça n'a aucun bon sens. Donc, il faut faire le vide. Il faut vraiment faire le vide parce que c'est un domaine qui est exigeant. Sur le physique, ça ne l'est pas, mais sur le mental, beaucoup. Donc, c'est un très bon point. Merci. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres commentaires, merci beaucoup pour votre temps. On se revoit lundi matin et je vous envoie les notes de cours maintenant par Mio et je vous envoie également les questions d'ici le week-end lorsque je les aurai terminées. Merci. Parfait, merci, salut. Merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci, bonne journée. Bye. Bye bye.